Bonjour et bienvenue à ce webinaire de l'Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal. Je m'appelle Normand Mousseau, je suis directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier, l'IET, et professeur de physique à l'Université de Montréal. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre rapport sur la gestion de pointe de demande d'électricité, mais avant de céder la parole à Héloïse Edom, l'autrice principale du rapport, je voudrais vous la présenter brièvement. Donc, Héloïse Edom est une associée de recherche à l'Institut de l'énergie Trottier. Elle est titulaire d'une maîtrise professionnelle en génie énergétique et d'une maîtrise recherche en mathématiques appliquées de Polytechnique Montréal. Héloïse est notre spécialiste des enjeux liés à l'électricité. Quelques mots aussi sur notre institut. L'IET a été créé en 2013 grâce à un don de la Fondation familiale Trottier à Polytechnique Montréal. Depuis, l'IET s'est donné pour mission d'accélérer les transformations énergétiques au Canada en fournissant des réflexions scientifiques et de l'accompagnement stratégique aux parties prenantes. L'IET se préoccupe de la formation de la recherche universitaire ainsi que la diffusion des connaissances entre les disciplines, mais aussi entre les différents secteurs de la société, c'est-à-dire le monde de la recherche, de l'industrie, de la politique, etc. Parmi nos principaux projets, on peut nommer les perspectives énergétiques canadiennes, qui en sont maintenant à leur troisième édition. Donc, il y a déjà plusieurs rapports qui ont été publiés. Je vous invite à aller les consulter. Il y en a d'autres qui s'en viennent. On a aussi un projet de modélisation et d'analyse, à travers ça, on fait de la modélisation d'analyse de trajectoire vers la carboneutralité. Nous avons aussi un projet sur la biomasse qui a débouché sur la mise au point d'un outil d'aide à la décision en libre accès. Et l'IET co-dirige aussi le carrefour de modélisation énergétique avec l'Institute for Integrated Energy Systems de l'Université de Victoria et l'Université de Calgary. Le carrefour de modélisation énergétique est un centre canadien de référence pour la modélisation énergétique. Vous pourrez trouver tout ça sur notre site Internet, donc je vous invite à le visiter. Je voudrais aussi mentionner que l'IET, cette année, pilote l'organisation du Symposium Trottier, qui est un grand symposium organisé en alternance avec le TIE-7 de McGill. Vendredi dernier, nous avons eu le plaisir d'accueillir Simon Sharp, qui a présenté un webinaire sur les stratégies de décarbonation efficaces liées à l'innovation. Ce webinaire est maintenant disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi trouver le lien via notre site Internet. Et je vous invite vraiment à le regarder. On y présente là, une approche assez forte et originale, je dirais, pour faire avancer la transition énergétique. En suite de ce webinaire, nous allons organiser aussi un panel en français et en personne. Ce panel se déroulera en soirée le 12 novembre prochain à la Grande Bibliothèque. Nous aurons l'honneur d'accueillir comme panélistes alors Catherine Baudry de Polytechnique Montréal, Annie Chaloux de l'Université de Sherbrooke et Catherine Potvin de l'Université McGill. Donc suivez-nous pour savoir tout sur cette inscription à cette activité exceptionnelle. Et avant de céder la parole à Héloïse, donc, je veux vous rappeler que pendant la présentation, vous pouvez soumettre vos questions via la fonction questions et réponses de la plateforme. On fera ensuite de notre mieux pour y répondre. Donc voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Héloïse. Merci Normand. Puis avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques informations. Le rapport va être disponible en ligne sur notre site Internet dans les prochaines minutes. Nos diapositives ainsi que la vidéo du webinaire aussi vont être postées d'ici 24 à 48 heures environ. Donc, maintenant, attaquons-nous au vif du sujet, qui est la question de la pointe d'électricité dans ces régions à climat froid. Je vais d'abord commencer par expliquer un petit peu qu'est-ce qui nous a amené à nous intéresser à ce problème, puis on rentrera dans le rapport en tant que tel et les principaux résultats qui en ressortent. D'abord, comme Normand l'a mentionné il y a de ça quelques minutes, une de nos publications phares à l'IET sont les perspectives énergétiques canadiennes sont à leur troisième édition. Et en fait, suite à notre deuxième édition, donc celles qui ont été publiées en 2021, c'était le premier exercice de modélisation de la carboneutralité dans cette étude. Ce que ça a souligné, les principaux résultats qui sont sortis sont notamment que la carboneutralité change tout dans l'approche adoptée en opposition avec des réductions partielles de gaz à effet de serre. Euh, on- le Canada, les provinces réalisent des pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup à faire pour être capable d'atteindre ces objectifs qui ont été déterminés par les gouvernements. Et dans à peu près tous les scénarios réalisés par différents groupes d'études, dont la nôtre, les perspectives énergétiques,
l'expansion de l'électricité est spectaculaire au fil des années pour se rendre à cet objectif de carboneutralité. Donc, étant donné qu'on a identifié ce rôle à venir de l'électricité dans le paysage énergétique, on a réalisé une étude qui se nomme les perspectives stratégiques de l'électricité du centre jusqu'à l'est du Canada. Donc, on parle ici des provinces de l'Ontario, du Québec, Terre-Neuve et Labrador, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse ainsi que l'île du Prince-Édouard. Et dans cette étude, les principaux constats sont que, en fait, les provinces sont déjà dans une impasse pour répondre à la demande attendue en électricité propre. On voit le cas, par exemple, en Ontario, qui se retrouve à devoir rajouter de la production au gaz naturel, étant donné les besoins d'électricité qu'ils sont en train de voir. Et c'est quelque chose qui risque d'être exacerbé dans le futur, étant donné les mesures d'électrification qui sont développé au fil du temps. Et le deuxième élément, c'est que le secteur de l'électricité, surtout euh, la fourniture du service, représente un facteur déjà de blocage dans le processus de décarbonation profonde. Je dirais que même au Québec, qui est une province qui est considérée comme ayant un système électrique assez fort, qu'au niveau de la production, des transports, de la distribution, il y a des situations où on doit ralentir ou carrément refuser des projets de décarbonation vers l'électricité. Bien sûr, il y a toujours l'enjeu de proposer des solutions, j'ai envie de dire, sensées techniquement, ou des fois un peu exagérées, parce qu'il y a plusieurs façons d'électrifier. Toujours est-il que c'est déjà un frein dans une province pourtant qui est réputée pour un système d'électricité solide. Euh, Quelques mots sur la méthodologie de cette étude, donc les perspectives stratégiques. Et en fait, c'est une méthodologie qu'on emploie dans beaucoup des projets au sein de l'IET. C'est typiquement la façon dont on travaille, c'est qu'on va d'abord commencer par une revue un peu à travers la documentation disponible. Puis, on utilise cette revue soit pour un premier livre blanc ou un document de travail, et ensuite, on met en place un certain nombre d'entrevues ou d'ateliers pour être capable d'aller chercher un peu le pouls au niveau des acteurs, des secteurs ou des acteurs qui travaillent autour des thématiques qu'on aborde. Ça nous permet d'abord de valider est-ce que les propos, les propositions qu'on emmène, les concepts qu'on traite, d'abord, est-ce qu'ils tiennent la route? Ensuite, ça nous permet de voir un peu quels sont les enjeux, pourquoi ça bloque en fait, pourquoi les choses ne vont pas aussi vite qu'elles pourraient aller. Et ensuite, on fait des boucles d'itération comme ça, entre entrevues, mise à jour de la documentation, et ça nous aide à orienter un peu les travaux qu'on fait, c'est-à-dire les rapports suivants ou les mises à jour du rapport existant. Dans le cadre de cette étude, on a identifié un certain nombre de chantiers stratégiques pour soutenir l'électrification et être capable de l'accélérer. Euh, et ça, c'est à l'échelle de toutes les provinces couvertes pour, par l'étude. Notamment, les chantiers qui sont ressortis, c'est les chantiers concernant la gestion de la demande d'électricité en particulier, la résilience du système énergétique et ne pas aborder seulement le côté résilience des infrastructures, mais aussi résilience du côté service, donc du côté du point de consommation du service, la réglementation autour de tout ce qui est l'énergie en général, l'électricité en particulier, les enjeux de tarification, les enjeux de données, l'accessibilité des données, la standardisation des données. Sur cette question-là, le Carrefour de modélisation énergétique euh, réalise déjà une partie du travail pour construire des bases de données et elles puissent être accessibles par les différents acteurs du secteur. Et enfin, le soutien à la mise en œuvre. Donc, c'est un peu comment améliorer la diffusion des connaissances, être capable de connecter les bonnes parties prenantes entre elles pour être capable de faire avancer la transformation. Donc, on a décidé, à travers tous ces chantiers-là, de s'attaquer en premier lieu à la gestion de la demande qui, de manière intrinsèque, touche, ou en tout cas, par rapport à la vision qu'on avait, qui touche l'aspect résilience aussi des services énergétiques, en particulier, dans ce cas-là, les services énergétiques pour le chauffage. Donc, pour présenter un peu le cadre de notre approche, c'est la démarche globale et en fait, on veut essayer, on tente de repenser la gestion de la demande de pointe hivernale d'électricité afin de faciliter les objectifs climatiques du Québec et du Canada. Donc,
c'est des choses, un concept qui existe déjà, la pointe de demande d'électricité. C'est connu par les compagnies de services publics d'électricité. Euh, Toutefois, avec la décarbonation et donc l'électrification massive de tout ce qui est chauffage dans tous les secteurs, ici, on s'est concentré particulièrement sur le secteur résidentiel, vont exacerber ce phénomène de pointe. Et présentement, on estime que le Québec est un des premiers endroits qui vit en temps réel, qui vit actuellement ces enjeux-là et que ça risque de s'étendre à toute la région autour du Québec dans les prochaines années. Donc, la première étape dans le cadre de ce projet a été de réaliser un état des lieux pour identifier les approches de gestion de la demande de pointe d'électricité au Québec, mais aussi dans d'autres régions périphériques. On a regardé notamment à certains endroits aux États-Unis, on a regardé aussi à certains endroits en Europe. Le cas du Québec est un peu particulier puisque nous, c'est vraiment la pointe hivernale qui est le gros enjeu je vais le détailler un peu dans les prochaines diapos, ce qui se compare à la pointe quotidienne, par exemple, qu'on peut voir dans des pays comme la France, qui est une problématique majeure. Euh, la deuxième étape, donc le rapport que nous lançons aujourd'hui, vise à proposer une définition intégrée et opérationnelle de la pointe hivernale dans un climat froid en nous appuyant sur l'expérience québécoise. Et en troisième étape, à définir, parce qu'il y a plusieurs aspects qui sont ressortis de cette étude et aussi d'un certain nombre de rencontres que j'ai déjà réalisées pour être capable d'identifier quelles vont être les prochaines étapes. Alors, quelques mots sur les constats du premier rapport. Premièrement, c'est que, basé sur les plans d'électrification des régions autour du Québec, la pointe hivernale va devenir un problème pour toutes ces régions-là. On peut prendre l'exemple, et quand je dis toutes ces régions-là, c'est à peu près toutes les provinces au Canada, mais si on parle des voisins plus directs du Québec, il y a l'Ontario. Aux côtés de la Nouvelle-Écosse, c'est déjà une problématique qui existe pour eux. C'est déjà un endroit où ils pointent en hiver d'abord. Mais aussi, on voit aussi, par exemple, la Nouvelle-Angleterre ou l'État de New York. Pour donner un exemple, l'État de New York, il y a environ 3 4 ans, euh, quand il a lancé ses premiers plans pour l'électrification, estimait qu'ils allaient être capables de mettre en place toute cette transformation-là et de continuer à contrôler en fait la demande d'électricité et d'avoir un profil similaire à ce qu'ils connaissent maintenant, donc c'est-à-dire un système qui a une pointe électrique en été. Cependant, au cours des 2 dernières années environ, les nouvelles publications du gestionnaire de réseau démontrent qu'en fait, dans un horizon de 5 à 15 ans à peu près, ils estiment que le réseau va devenir un réseau qui pointe en hiver. Et le même constat a été réalisé pour la province de l'Ontario, par exemple, et pour les autres provinces que j'ai citées. Le problème qui arrive avec ça, c'est que présentement, une des solutions utilisées par le Québec, par exemple, pour être capable de passer à travers ces pointes-là, c'est l'achat d'électricité sur les marchés avec les voisins. Sauf que ça fonctionne maintenant, mais d'ici 5, 10 à 15 ans, il n'y aura plus d'électricité disponible parce que tout le monde va connaître sa pointe à peu près en même temps. Ça va devenir difficile euh, de réaliser ces échanges. Un des deuxièmes constats, c'est que au Québec, dans le secteur résidentiel, présentement, l'accent semble être beaucoup mis sur la tarification pour gérer la pointe. Selon moi, c'est un outil qui va être incontournable dans le futur, mais qui ne devrait pas être le seul outil qu'on déploie et qu'on développe pour être capable de gérer cette situation. Donc, le deuxième rapport, une définition intégrée de la pointe de demande d'électricité dans les régions à climat froid, les intérêts, avantages stratégiques et opérationnels. Donc, l'objectif de ce travail était de proposer une définition opérationnelle de la pointe hivernale dans un climat froid en nous appuyant sur l'expérience québécoise. Plus précisément, c'était de caractériser la temporalité des épisodes de pointe et le rapport entre la puissance et l'énergie dans le but de poser un cadre, en fait, si on veut miser sur l'émergence de nouvelles solutions. Donc, l'idée ici n'est pas de venir de façon prescriptive en disant c'est telle technologie qu'il faut mettre en place pour gérer la pointe, mais plutôt d'essayer de définir un cadre à respecter pour le développement de nouvelles solutions, autres que les solutions tarifaires. Donc, juste pour mettre un petit peu de contexte pour le cas du Québec.
D'abord, il y a, au moment de la publication du plan d'action du Hydro-Québec notamment, on a eu beaucoup d'articles, beaucoup de discussions publiques sur l'importante croissance de la demande d'électricité projetée par le principal fournisseur d'électricité du Québec. Donc, on parle de 150 à 200 TWh à peu près. Les chiffres peuvent varier, mais l'ordre de grandeur est identifié comme étant la même par les différents acteurs du paysage d'électricité du Québec. Ensuite, au Québec, on a une pointe hivernale, donc c'est notre pointe annuelle qui a une ordre de grandeur d'environ 100 heures, ce qui est moins de 1% du temps dans l'année. Et ici, on a utilisé le terme 100 heures parce qu'en fait, on se basait sur une des définitions de ce qui était la pointe pour Hydro-Québec dans sa tarification dynamique, donc par exemple tarif FlexD, etc. Mais depuis peut-être quelque temps, un mois, 2 mois, je ne me rappelle plus exactement, cette définition a légèrement changé et maintenant on parle de 120 heures. Encore une fois, on reste dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, en fait, on voit sur la figure ici présente la, la courbe de demande d'électricité au Québec centrée sur l'hiver et c'est une moyenne pour les années 2021-2022 et 2022-2023. Et là, on remarque vraiment les différents, j'ai envie de dire, niveaux qu'on peut voir dans la demande. On a d'abord la demande estivale, à peu près 6 mois dans l'année. Ensuite, on se rend compte qu'il y a un plateau hivernal, ici, où on voit que ça couvre à peu près une durée de 3 mois. Et on a les quelques pics qui vont grandement dépasser ce plateau, qui au final totalise, comme je l'ai mentionné, une centaine d'heures à peu près dans l'année. Cette tendance risque d'être renforcée par la croissance démographique importante qu'on observe ces dernières années au Québec et au Canada. Et en plus, avec la situation du logement actuel, plusieurs organismes projettent une construction importante de logements au fil, enfin, dans les prochaines années, donc de l'horizon 2030 et 2050. Maintenant, quelques mots sur la méthodologie de l'étude. Donc, l'approche qu'on a décidé d'utiliser est l'utilisation de la moyenne mobile pour être capable d'identifier en fait différents paliers dans la tendance des données. Donc, à partir des courbes des courbes de demande du système québécois, puis ensuite on l'a fait aussi à l'échelle d'une maison. Donc, à partir des courbes de demande, on fait des moyennes mobiles pour identifier c'est ça, les différents paliers qu'on peut observer sur les images. Donc là, j'ai tenté d'agrandir l'image tant que, aussi bien que possible, mais je reconnais qu'il y a un peu d'informations. Donc en plus petit, en gris, en arrière-plan, là, c'est quand on le voit qu'on a testé pour différentes fenêtres de temps. Donc on fait la moyenne sur différentes tailles de fenêtres, de 1 heure jusqu'à 1000 heures. Et là, un peu plus en avant de la diapositive, encadré en orange, on a un extrait qui montre que des fois, on voit qu'il y a il y a une variation soit au niveau de la pente ou des fois carrément on observe un palier. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que dans bien des cas, ça correspond à des cycles de consommation naturelle de l'ordre de 12 heures. Donc, ce sont souvent des multiples de 12 heures. Ensuite, ces puissances maximales moyennées qu'on a calculées avec différentes fenêtres de temps, donc 12, 24, 36, 72, etc., vont être utilisées comme puissance de plafond pour le reste de l'analyse. Je vais expliquer ce qu'est une puissance de plafond dans la suite de la présentation. Alors, premièrement, quelques mots de vocabulaire. Un événement de pointe. Donc, l'événement de pointe dans notre étude correspond à une période pendant laquelle la demande du système considéré dépasse un plafond de puissance donnée, donc la fameuse puissance plafond que j'ai mentionnée à la diapo précédente. Ensuite, l'événement de pointe critique correspond à la période dont l'aire entre la courbe de puissance appelée et la courbe de puissance plafond est plus grande. Enfin, je vais décrire un peu le graphique que vous avez. D'abord, je vais mettre le pointeur. Donc, d'abord, vous avez en bleu pointillé ici. Donc, ça, c'est la courbe de demande réelle. Donc, les données que j'ai récupérées sur Internet d'Hydro-Québec. Ensuite, on a
En vert, ça c'est la courbe moyennée sur différentes fenêtres de temps. Ici, c'est une fenêtre de 72 heures. Avec ici identifié en noir, c'est la puissance maximale de cette courbe moyennée qui sert de puissance plafond. Maintenant, si on s'intéresse aux différentes heures, aux différentes aires. Donc, un événement de pointe, c'est tout événement dont l'air est au-dessus de cette puissance plafond, donc de la ligne noire pointillée. Et ensuite, l'événement de pointe critique, c'est celui dont l'air, donc en fait l'énergie, est la plus grande au-dessus de cette fameuse puissance plafond. Donc, en gros, ce qu'on a regardé dans cette analyse-là, c'est quels sont, c'est le fait qu'il faut des solutions pour soit effacer la demande excédentaire ou la déplacer. Dans l'étude, on concentré plutôt sur l'aspect déplacé, un peu moins sur l'aspect d'effacement. Ensuite, il y a beaucoup de chiffres sur cette diapo, mais on va prendre le temps de décomposer les choses. Premièrement, on a les données pour deux hivers, donc hiver 2022 et hiver 2023. On se rend compte que on a plusieurs variables ici. Donc, on a d'abord les différents niveaux de puissance, mais là, on va s'intéresser aux données qui sont surlignées en orange. Donc, aussi, premièrement, on a différentes tailles de fenêtres de moyenne sur lesquelles on a calculé la moyenne. On va se concentrer sur les fenêtres de 72 heures ici. Je vais expliquer un peu pourquoi je m'intéresse à 72 heures. En fait, c'est qu'on a observé que les fenêtres de 72 heures offraient une réduction de puissance de l'ordre de 13 à 15 environ par rapport à la puissance absolue appelée par les données réelles. Donc, on voit que pour 72 heures, comme j'ai mentionné, de 13 à 15 environ, et c'est des réductions de puissance de l'ordre de grandeur de 5 à 6 gigawatts qu'on est capable d'obtenir avec cette approche de, de moyenne mobile. Ça, on traduit ça en termes d'énergie à déplacer. Donc, on parle de 39, presque 40 000 mégawattheures et 97 000 mégawattheures. Je rappelle ici que ça, c'est l'analyse au niveau du système électrique québécois. Donc, ça couvre en fait tout le réseau d'Hydro-Québec, à l'exception des quelques réseaux qui ne sont pas connectés. Ensuite, comme dans l'étude, le point de vue qu'on a pris, c'est qu'on veut comprendre ce que ça représente en termes d'énergie, comme je l'ai mentionné, en termes de puissance, mais aussi, si on voulait s'intéresser à du stockage, en termes de durée d'accumulation que ça prendrait pour être capable de stocker cette énergie-là en fonction de la courbe de demande qu'on a. Ça nous permet aussi, on a aussi regardé le nombre d'épisodes de dépassement qu'on pourrait avoir au courant d'un hiver et ce que ça représenterait en termes de l'énergie totale à devoir gérer à travers l'hiver. Donc, aussi, la dernière ligne du tableau, ce qu'elle indique, c'est simplement pour un peu placer les charges en termes d'ordre de grandeur. Ces pourcentages-là représentent en fait la quantité d'énergie d'un événement de l'énergie totale des événements de pointe par rapport à l'énergie totale consommée sur la période annuelle. Et là, on se rend compte que ça représente vraiment des petits pourcentages. L'enjeu ou le défi que ça emmène, ça, c'est qu'on doit mettre en place des infrastructures pour répondre à vraiment un besoin qui est très, très petit en termes d'énergie et qui est très, très court dans le temps. Cependant, étant donné le rôle critique de l'électricité dans le secteur de l'énergie, excusez-moi, étant donné le rôle critique de l'électricité dans dans le secteur dans la vie quotidienne de tout le monde, on ne peut pas se permettre de ne pas répondre aux besoins. Donc, c'est pour ça que ça met énormément de pression sur le développement et les besoins en infrastructure. Et en fait, nous, ce qu'on essaie de regarder, c'est est-ce qu'on doit passer systématiquement par des solutions, on construit plus de production, plus de transmission, plus de réseaux de distribution, ou est-ce qu'il y a des façons d'intervenir plutôt du côté de la demande et donc de manière un peu plus distribuée? Donc, on a aussi réalisé par la suite la même analyse euh, à l'échelle de bâtiment. Donc, dans ce cas-là,
On a commencé par un cas, j'ai envie de dire, un des cas les plus simples, donc une maison individuelle avec des normes de construction récentes. On a utilisé des fichiers météo de la région de Montréal pour être capable de simuler la demande du logement de la maison. Donc, c'est maison individuelle détachée. Et on a testé ça on a généré ces courbes de simulation de la demande pour un cas où la maison est chauffée avec une pompe à chaleur et un cas où la maison est chauffée avec des plaintes électriques. Donc là, on voit les courbes qui sont tracées pour l'hiver 2021-2022, avec en haut, ça c'est la courbe pour le réseau électrique québécois, et en dessous, c'est les courbes simulées pour, dans un premier cas, avec les résistances, et dans un deuxième cas, avec la thermopompe. On voit qu'il y a une concordance marquée dans le comportement des courbes euh, qui renforce le- le- la proposition qu'en fait, c'est principalement le chauffage dans le secteur résidentiel qui risque d'exacerber l'enjeu de pointe. Je nuance avec le fait que ça ne veut pas dire que c'est que le secteur résidentiel qui va impacter le niveau de demande, non, parce que quand on va électrifier les industries, le commerce et les secteurs institutionnels, il va y avoir une augmentation globale de la demande, mais le comportement en pointe est principalement induit par le chauffage d'espace, en fait, en particulier dans le secteur résidentiel. Donc, une des choses qu'on peut tirer de cette remarque, c'est que après avoir fait l'analyse pour le Québec, on peut utiliser cet aspect pour réaliser l'analyse aussi dans d'autres provinces, même des provinces qui ne sont pas encore des provinces qui pointent en hiver, comme par exemple l'Ontario, parce que en utilisant le parc immobilier, en fait, et les conditions météorologiques ontariennes, on serait capable de projeter à quoi ressembleraient les tendances pour la pointe. Donc, quelques mots sur les résultats de l'analyse. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est une analyse similaire par rapport à celle qu'on a fait aussi avec le système qu'on a réalisé pour les, pour les différents bâtiments, pour le bâtiment. D'abord, c'est que un des premiers constats, c'est que la thermopompe ne supprime pas le fait que le système va pointer, va avoir une pointe et va avoir ce comportement en pic. Par contre, avec le développement technologique qu'on observe maintenant, notamment avec les pompes à chaleur, les thermopompes pour le climat froid, c'est qu'elle va réduire l'amplitude. Donc, c'est quand même un gain non négligeable par rapport aux plaintes électriques, qui est une des technologies les plus présentes au Québec, notamment dans le chauffage résidentiel. Le chauffage résidentiel pour les types de bâtiments qu'on a étudiés. Donc, c'est déjà un avantage. Dans notre étude présentement, notre thermopompe n'était pas une plus, euh, des plus modernes. Donc, ce n'est pas un gain systématique qu'on observe. Toutefois, avec les différentes personnes avec qui j'ai discuté, c'est quelque chose qui va se systématiser avec le développement l'amélioration des thermopompes. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la thermopompe aussi, ce qu'elle permet, c'est qu'elle réduit le nombre de fois où on se retrouve à dépasser la puissance plafond qui a été définie. Étant donné l'amélioration des performances de la thermopompe jusqu'à des températures quand même assez basses, mais de plus en plus, on se retrouve à avoir vraiment un effet de réduction important, sauf pour certains extrêmes de température où là, ben, le comportement commence à se rapprocher beaucoup plus de celui d'une plainte électrique. Ensuite, en termes d'ordre de grandeur des besoins, ce qu'on constate, c'est que pour obtenir, si on vise une réduction de l'ordre de 14 à 15 à peu près de l'appel absolu de la pointe, on parle d'une réduction de l'ordre de 2 kilowatts à faire et en termes d'énergie, on parle d'environ entre 11 kilowatts à 50 kWh à devoir stocker pour une plainte électrique. Et pour une pompe à chaleur, l'écart est un peu moins large. Donc, on parle d'entre 30 à 40 à 34 kWh de stockage en termes d'énergie qu'il faut être capable de couvrir. Encore une fois, avec des thermopompes plus performantes, c'est des valeurs qui vont probablement
diminuer. Donc, ce qu'on voit là, c'est que c'est des valeurs quand même assez petites parce que l'analyse qu'on réalise, c'est pas d'être capable de complètement effacer toute la demande de la maison, ou du moins de prendre en charge toute la demande de la maison, mais bien de venir écréter, en fait, euh, de répondre à cette crête au niveau de la demande du logement. Donc, juste pour mettre un peu quelques ordres de grandeur, une voiture électrique actuellement, les batteries sont généralement capables de couvrir à peu près entre 60 et 80 kWh. Donc, on se rend compte que ce n'est pas des systèmes impensables qui seraient capables de prendre en charge ce genre de niveau de puissance ou de niveau d'énergie. Quelques mots sur les coûts. Donc, les coûts évités d'un kilowatt ajouté sur le système du côté production essentiellement, au-delà de 2025, selon Hydro-Québec, est de l'ordre de 240-250 dollars par kilowatt. Donc là, on parle d'un coût évité sur le système plus du côté approvisionnement. Quelques mots sur les coûts amortis annuels pour les systèmes d'accumulation. Donc, les systèmes qu'on a regardés, c'est les pompes, les batteries lithium-ion, qui est un peu la technologie dominante actuellement, et les accumulateurs thermiques. Donc, les accumulateurs thermiques sont une technologie qui existe depuis un moment déjà euh, à travers le monde, mais qui, notamment en Amérique du Nord, a été peu développée en comparaison d'autres endroits dans le monde. Je sais par exemple qu'ici au Québec, on a un programme, Hydro-Québec a un programme d'accumulateurs qui a eu un peu du mal à démarrer. Moi-même, j'ai eu l'expérience à un moment donné, je voulais changer mon système de chauffage central et j'avais posé la question sur les accumulateurs à un entrepreneur qui était censé être qualifié pour l'installation qui m'a un peu découragée. J'ai eu au moins deux ou trois j'ai eu au moins deux, trois témoignages dans ce sens à travers les gens avec qui j'ai discuté. Cependant, c'est une tendance qui semble changer un peu, notamment avec la bonification du soutien financier qu'Hydro-Québec offre. Et on voit de plus en plus de ménages qui établissent qui font l'option, qui choisissent de mettre en place des accumulateurs thermiques. C'est une technologie, selon moi, qui mériterait à être développée pour gagner en flexibilité notamment, mais c'est quelque chose qui peut être une voie intéressante pour certains secteurs et certains types de bâtiments. Donc, les coûts qu'on peut voir, c'est des coûts qui sont pas réellement, qui sont tirés en fait de la base de données du NREL, donc un laboratoire aux États-Unis, sur les systèmes de batterie Lyon et les coûts d'accumulateurs, c'est de la compagnie Steph sur leur site que j'ai été tirer ces coûts-là. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, grosso modo, il y a une variation environ de 2 fois moins cher à 4 fois plus cher que ce qui est projeté comme coût évité par Hydro-Québec à l'horizon 2030. Toutefois, il faut garder quand même en tête que ces coûts ne sont pas directement comparables parce qu'Hydro-Québec parle de coûts évités et ici on parle de coûts amortis. Et en plus, il n'y a pas dans ces coûts-là le coût d'installation qui est compris, qui est un coût qui a tendance à moins systématiquement diminuer au fil du développement de la technologie, à moins qu'il y ait des démarches et des politiques mises en place pour être capable d'encadrer ces coûts-là. Donc, on voit tout de même que ça reste des pistes de technologie qui peuvent être intéressantes pour être capable de combler ce besoin de stockage, mais encore, c'est juste des exemples qu'on a pris pour illustrer notre propos et on n'est pas prescriptif sur le genre de technologie qu'il faudrait utiliser. Quelques mots supplémentaires aussi sur la notion de coût. Selon nous, il faut, au-delà des aspects purement économiques, donc combien la technologie coûte, combien ça coûte à installer, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, étant donné l'ampleur de la transformation à réaliser, la vitesse à laquelle il faut la réaliser. D'abord, on veut regarder des solutions qui sont flexibles. On doit trouver une manière d'inclure ça dans l'analyse de est-ce que cette technologie-là c'est mieux de subventionner ou de l'installer ou de la promouvoir qu'une autre technologie. Le fait que la possibilité de déployer la solution à des endroits stratégiques pour le réseau, puisque dans notre étude, on s'est beaucoup concentré sur le niveau système, le niveau maison, mais il y a aussi des enjeux de localisation sur le réseau pour la question de la pointe. Donc, la pointe n'est pas
les contraintes pour la pointe ne sont pas les mêmes partout sur le réseau. La compatibilité aussi avec les objectifs de décarbonation. Donc, on ne peut pas promouvoir une solution qui s'accompagne d'une quantité importante de gaz à effet de serre quand on fait ce genre, quand on regarde ces solutions de gestion, même si c'est des appels qui, a priori, c'est des technologies qui, à tout le moins au départ, ne seraient pas sollicitées souvent, mais probablement ça changera au fur et à mesure qu'on sera capable d'optimiser et d'améliorer les méthodes de contrôle. C'est des technologies aussi on doit regarder les impacts environnementaux autres que les émissions de GES, parce que ce pas les seuls impacts environnementaux dont qu'il faut prendre en compte. La facilité, la facilité et la rapidité de la mise en œuvre à une échelle pertinente. Donc, les gros projets, souvent, vont livrer des grosses quantités d'électricité. Cependant, un barrage, j'ai envie de dire, dans le meilleur des cas, on parle d'une dizaine d'années pour être capable de commencer le projet jusqu'au moment où il livre son premier kilowatt. On n'a pas toujours ces marges, ces durées de temps devant nous. Et la contribution à la résilience des services énergétiques en complémentarité avec la résilience du système, c'est vraiment la résilience du côté du point de consommation de l'énergie. Quelques mots sur le secteur du bâtiment. La Société canadienne d'hypothèque de logement projette une augmentation, ou du moins le besoin de logements à l'horizon 2030 de l'ordre de 330 000 nouveaux logements. Au Québec notamment, Hydro-Québec prévoit une croissance de l'ordre de 1000 mégawatts en 10 ans à peu près, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, cette situation où de nombreux nouveaux logements sont projetés à court et moyen terme est une opportunité en fait pour mettre en place des solutions et des normes pour soutenir la décarbonation. Donc, c'est vraiment un bon moment, en tout cas, par rapport au contexte dans lequel on est, on pense que c'est une opportunité pour avoir vraiment un gros impact sur nos objectifs et se mettre sur la bonne voie et avancer sur cette voie de l'électrification. Euh, Encore une fois, la tarification est un outil, mais on pense que la réglementation va être aussi un outil fort pour être capable d'atteindre ces objectifs-là. Donc, quelques mots sur les limites de l'étude. Premièrement, la modélisation des thermopompes. C'était pas le point sur lequel j'ai mis le plus de temps, donc j'ai pris des choses qui étaient déjà développées et qui n'étaient pas toujours spécifiques au cas. C'est surtout la thermopompe, c'était pas une des plus actuelles, en tout cas dans les performances, c'était les plus élevées sur le marché, donc c'est quelque chose qu'il faudra creuser dans le futur. On a présentement réalisé l'analyse sur un jeu de données restreint, mais ça, c'était vraiment pour lancer les concepts, illustrer les concepts. C'est déjà prévu de pouvoir aller couvrir soit d'autres régions, soit plus d'années. Et l'estimation des coûts est encore assez limitée. Il y a de l'amélioration à faire pour être capable de réaliser une meilleure comparaison avec les coûts évités annoncés par Hydro-Québec. Je vais aussi admettre que les coûts évités, j'ai compris l'essentiel de ce que ça inclut, mais il y a des morceaux qui sont encore une part d'ombre pour moi dans ce concept. Donc, l'essentiel un peu de l'étude. D'abord, on a caractérisé la temporalité des épisodes de pointe et le rapport entre la puissance et l'énergie. Donc, on a fait utiliser une méthode qui nous permet d'estimer par approvisionnement les besoins de stockage pour être en mesure de réduire la pointe absolue d'un système considéré. Donc, la nuance ici que je souhaiterais apporter, c'est que on établit, j'ai envie de dire, les ordres de grandeur, le cadre du besoin. Puis après, selon la technologie qui est sélectionnée, ben, il faut ajuster avec tous les facteurs d'efficacité, etc., pour être capable de faire du dimensionnement. Donc, on n'est pas du tout au niveau de dimensionnement, on est vraiment à l'étape définition du cadre. Donc, encore, comme je l'ai mentionné, on a défini des paramètres d'accumulation à respecter sans pour autant spécifier une technologie en particulier. Et en fait, en faisant comme ça permet d'offrir un cadre qui reste pertinent dans le temps, dans un contexte d'innovation rapide. Là, je m'éloigne un peu, mais si on prend l'exemple des chargeurs de voitures électriques, ben avant, le premier chargeur, ben, on se branche sur notre prise murale, puis on attend longtemps que notre voiture charge. Maintenant, on a des chargeurs ultra rapides où ça prend quelques minutes pour atteindre un niveau de charge important. Donc, c'est des évolutions qui peuvent se faire très, très vite, d'où l'importance de mettre un cadre suffisamment, euh,
robuste, mais flexible en même temps pour tenir face à cette innovation rapide. En conclusion, ce travail-là a vraiment été, l'analyse est a posteriori sur des données historiques, mais l'idée était de définir un certain nombre de concepts et de paramètres, et c'est ce qu'on a été capable de faire dans l'étude. Ensuite, on a cherché à proposer un cadre structurant pour répondre à ces enjeux-là, au-delà de l'approche de la tarification. Encore une fois, c'est un outil qui risque d'être utile, mais qui ne doit pas être le seul sur lequel on met tous nos efforts pour être capable, parce qu'il y a des enjeux de performance, il y a une limite du bassin qu'on peut aller chercher et d'équité. Il y a une limite aussi dans à quel point on peut augmenter les prix. L'analyse à l'échelle d'une maison tend à confirmer la correspondance entre le profil de demande du système et celui d'un bâtiment résidentiel. Donc, ça met en évidence le fait qu'on va pouvoir étendre cette approche à d'autres provinces, comme j'ai mentionné, par exemple, l'Ontario, qui n'est pas une province typique en hiver pour le moment, mais dont on va pouvoir extrapoler à quoi ça va ressembler. Et enfin, les systèmes d'accumulation distribués peuvent servir à maintenir un certain niveau de service lors des épisodes de phénomènes météorologiques extrêmes. Ce qu'on a, c'est une dimension qui n'a pas encore été beaucoup approfondie, mais en fait, ce qu'on entend par là, c'est que si on a des systèmes distribués d'accumulation, que ce soit au niveau de chaleur, d'accumulation thermique ou de batteries de stockage électrochimique, qui sont utilisés pour la pointe, ils pourraient aussi éventuellement servir à fournir des services en situation extrême où ben, c'est le système qui tombe à cause de ces phénomènes. La suite, alors, c'est quelques pistes parmi plein, quelques pistes qui vont être définies, clarifiées au fur et à mesure que l'étude avance. Peut-être avant d'aller dans cette notion de piste, euh, il y a plusieurs aspects qui m'aident à identifier ces différentes pistes. D'abord, c'est au fur et à mesure de l'étude, il y a des points qui ressortent, donc ça nous permet d'orienter vers les endroits qu'on veut creuser. Mais aussi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs relecteurs du rapport. Bon, les relectures se sont faites un peu tardivement, donc je n'ai pas encore tout inclus dans le rapport par rapport à les commentaires qui ont été partagés avec moi. Toutefois, j'ai déjà pu faire certains ajustements et ça m'aide beaucoup aussi à savoir les endroits où il faudrait peut-être creuser pour soit rendre plus robuste notre approche, soit pour clarifier certains points, ou tout simplement pour faire continuer l'évolution du concept. Donc, un des premiers points, c'est étendre l'analyse à d'autres provinces. Donc, c'est un travail qui est déjà en cours. J'ai commencé par la Nouvelle-Écosse, mais pour l'Ontario, c'est une application assez directe. C'est juste une question d'aller chercher les données puis de faire tourner la moulinette et de voir un peu les conclusions qui ressortent. Puis l'Ontario, ça va être aussi un travail à venir. Il y a aussi l'aspect de l'amélioration de la modélisation des thermopompes qui va être intéressant pour pouvoir un peu mieux refléter c'est justement ces ordres de grandeur des besoins. Je ne pense pas que le changement va être majeur, mais toutefois, ça permettrait d'avoir une meilleure estimation. Explorer aussi d'autres types de bâtiments résidentiels. On a commencé par un modèle un peu plus simple. On peut aller vers le multirésidentiel. Le multirésidentiel est particulièrement intéressant parce que, en fait, à beaucoup d'endroits, ce qu'on voit, c'est que pour être capable d'atteindre les objectifs de décarbonation, il y a des changements au niveau des pratiques de l'aménagement du territoire à faire. Et cela implique notamment la densification des milieux et donc probablement un peu moins de maisons pavillonnaires unifamiliales détachées et un peu plus de multifamiliales. Aussi, un autre aspect, c'est explorer un peu plus en profondeur la contribution du côté résilience d'une telle approche distribuée. Et enfin, euh, continuer mes rencontres avec différents acteurs du secteur pour comprendre les difficultés selon enfin, les réalités selon les différents points de vue. Donc, est-ce qu'on est du point de vue de l'opérateur du système? Est-ce qu'on est du point de vue d'un client résidentiel? Est-ce qu'on est du point de vue d'un gestionnaire de bâtiment? Ça peut changer selon l'acteur qu'on est pour être capable d'identifier leur réalité, leur intérêt et moi, ça m'aide dans mes pistes, euh, dans les pistes que je choisis de continuer d'explorer. Et toi, point de suspension, c'est parce qu'il y a encore pas mal d'orientations à regarder, notamment un peu aussi mieux comprendre comment fonctionne la réglementation autour de ces questions. Donc, je vois que l'heure file. Donc, je vais arrêter ma présentation ici. Je vous remercie de m'avoir écouté
et on va pouvoir passer aux questions. Merci beaucoup, Héloïse. Je peux peut-être rajouter deux petits trucs. Donc, par la suite, à la suite de ce travail-là aussi, on a l'intention de travailler à développer une réglementation. Donc, comment opérationnaliser le travail qu'on fait maintenant pour qu'il soit général et pas simplement s'appuyer sur quelques années. Donc, comment on peut vraiment mettre en place une réglementation qui appliquerait ce programme-là. Et pour revenir sur l'intérêt d'une méthode comme ça par rapport à une tarification, on le voit ici. Penser la pointe et rétrécir la pointe implique un déplacement de la demande sur plusieurs jours. La tarification ne permet pas ça. La tarification permet de déplacer sur quelques minutes, quelques heures au maximum. Donc, on n'est pas du tout dans un contexte où, à moins de faire geler les gens, on est capable de vraiment gérer ça de manière intéressante. Il nous faut des solutions technologiques. Donc, il y a déjà quelques questions. Alors, je vais en profiter pour passer tout de suite aux questions pour Héloïse. Donc, d'abord, on me dit les ménages qui voudront niveler leur pointe étant limités, chaque maison ne devrait-elle pas faire plus que sa part et aller plus loin que de niveler sa propre demande? Donc, il y a deux questions, là, donc je vais les poser séparément. Donc, je vais arrêter ici. Est-ce qu'il ne OK. faudrait pas demander plus aux gens qui vont s'impliquer? Moi, mon point de vue, c'est que la plupart des gens ne s'intéressent pas vraiment à ce qui se passe, que ça soit au niveau de la pointe, de la consommation d'énergie. Qui nous intéresse beaucoup, c'est de pouvoir se chauffer, pouvoir s'éclairer, bref, l'utilisation, mais pas tant tout ce qui vient derrière. Donc, selon moi, il y a un effort à faire en tant que citoyen, certes, mais moi, je pense que c'est le système qui doit faciliter c'est le système qui doit offrir le service, en fait. D'où ce concept de système distribué, mais qui ne serait pas à chaque jour, je dois aller pitonner sur mon affaire pour, ah, OK, là, il faut que je fasse quelque chose et je vais pitonner. C'est vraiment quelque chose d'un peu plus systématique, de quelque chose de plus automatisé. Comme ça, oui, au final, ça se traduit par les gens font un effort, mais sans avoir à faire trop d'efforts, tout en livrant ce qu'on a besoin, c'est-à-dire ne pas devoir construire je ne sais pas combien de barrages pour livrer 100 heures dans une année. C'est un peu ça l'idée. Je ne sais pas si je réponds à la question. Et rajouterais que l'idée ici, c'est de développer une norme, puis de dire, par exemple, les nouveaux bâtiments sont limités à une puissance maximale, et pour des questions de sécurité, il faut être capable de gérer la demande en hiver. Donc, cette définition-là de la puissance maximale permet de dire, est-ce qu'on veut en empiler plus dans les nouveaux bâtiments ou est-ce qu'on veut équilibrer? Donc, c'est vraiment au moment de l'opérationnalisation qu'on peut décider comment on répartit les gains, par exemple, ou les responsabilités dans ce contexte-là. Et peut-être pour finir, pour la réponse, c'est d'où encore ce concept de cadre plutôt que de prescription. Parce que ben, nous, on a donné l'accumulateur thermique les batteries, mais quelqu'un pourrait venir avec une technologie auquel on n'a pas du tout pensé, mais qui livre tout à fait le service. Et dans ce cas-là, ça serait tout à fait acceptable. Ou Donc, même construire voilà. des résidences qu'on peut fermer à moitié pour être capable de réduire la puissance pendant quelques heures, là. Donc, pas de technologie imposée. Deuxième question qui est liée quand même aux technologies, c'est les systèmes centraux étant relativement rares. Quel est le prix et la performance des accumulateurs thermiques locaux face à une charge de nivellement accrue, là? Alors ça, c'est pas encore très clair parce que comme je l'ai mentionné, c'est une technologie qui est relativement peu présente en Amérique du Nord. Cependant, c'est en train de changer. Il y a des compagnies qui sont en train de développer ce genre d'accumulateurs. Et notamment, des fois, c'est des accumulateurs directement associés avec des thermopompes plutôt qu'avec des systèmes résistifs. Donc, j'ai pas vraiment les prix. Les ordres de grandeur restent similaires aux accumulateurs centraux. Donc, on parle de une centaine à quelques centaines de dollars par kilowatt. Mais c'est encore une technologie en développement. Et j'avouerais que je suis un petit peu moins au courant des prix en Europe, mais ça, c'est un endroit où ils sont un peu plus, c'est une technologie un peu plus présente. Une autre question, avez-vous pris en compte l'impact du besoin de recharge du stockage sur la courbe de demande? Alors, dans un sens, oui, parce que les durées qu'on estimait d'accumulation, les temps d'accumulation, puis les ordres de grandeur d'accumulation sont en fonction de la courbe. Donc là, encore une fois, on a utilisé une analyse a posteriori. Donc, on avait la courbe, donc on a été capable d'ajuster. Cependant, étant donné qu'on parle d'utilisation relativement limitée dans le temps, a priori, il y a quand même une bonne marge en termes de temps qu'on peut prendre pour accumuler avant d'arriver à cette période de pointe importante. Donc,
oui, c'est quelque chose qu'il faut clairement prendre en compte et qu'on a partiellement pris en compte dans notre approche. Et en gros, donc, on fixe la puissance maximale, puis on va charger à puissance entre la demande et la puissance maximale, ce qu'on va utiliser pour charger, pour éviter de dépasser à n'importe quel moment là, la demande maximale, la demande plafond là, qu'on a Et établie. Et je précise aussi que l'approche qu'on a réalisée, c'est aussi pour éviter les concepts comme, par exemple, préchauffer ou préventiler pour éviter d'avoir un rebond. Donc, c'est-à-dire de simplement décaler la pointe plutôt que de réellement aplanir un peu la courbe. En quoi les labels existants LEED ou HQE doivent-ils être de meilleurs contributeurs à la prise en compte de la consommation d'énergie et à la gestion de la pointe en particulier? Alors, bon, une première limite j'ai envie de dire, de ces certifications ou de ces programmes, c'est que dans bien des cas, ils sont volontaires. Donc déjà, ça limite un peu le nombre de participants. Le deuxième aspect, c'est en fait, l'ID prend déjà en compte ce genre de concepts, c'est-à-dire les concepts de puissance. Récemment aussi, dans le code de construction québécois, par exemple, c'est un concept qui a été intégré, donc c'est ce niveau de performance au niveau de la puissance, mais ça date de à peu près 2 ans, donc c'est un peu tard quand on sait que c'est un problème qui existe depuis maintenant longtemps. Mais c'est encore assez peu ambitieux quand on compare aux performances que les meilleurs bâtiments sont capables d'aller chercher. Donc, il y a encore beaucoup de marge à l'amélioration dans tous ces programmes et dans la réglementation obligatoire. Et il y a aussi un commentaire qui dit donc qu'Hydro-Québec, évidemment, au Québec, on a un chauffage qui est déjà électrifié, ce qui n'est pas le cas ailleurs dans les autres provinces. Donc, est-ce que c'est pertinent le travail là, qu'on présente ici? Ah oui, tout à fait, parce que pourquoi on s'est attaqué d'abord au Québec? Parce que justement, le Québec, on est en train de le vivre. Donc, on peut dire, OK, ben voici la situation. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme solution ou proposer comme solution pour que ça devienne systématique? Parce que c'est quelque chose qui va simplement empirer avec le temps si on continue avec les mêmes approches qu'on a présentement. Et surtout, c'est que les autres provinces vont le connaître, ce problème-là, ce qui n'est pas le cas présentement. Et donc, si on est capable de mettre quelque chose d'efficace en place au Québec, ben, clairement, c'est des choses qu'on peut exporter par la suite. Donc oui, c'est complètement pertinent, selon moi. Oui, comme disait Héloïse, en fait, le problème va même être pire pour le Québec, parce que comme les autres provinces puis les territoires autour de nous vont avoir la pointe en même temps, on ne pourra pas importer d'énergie, d'électricité aux pointes hivernales. Il n'y a aucun des endroits autour de nous qui pourra importer de manière significative de l'électricité. Donc, on va se retrouver avec une demande encore plus forte et la nécessité de gérer la pointe là, de manière encore plus urgente. Et peut-être un dernier élément aussi, c'est que malheureuse, on a un code de la construction qui existe. Comme j'ai mentionné, il y a des améliorations au fil du temps, mais on n'a pas le code le plus ambitieux non plus. Donc, ça veut dire que si on continue encore une fois à construire tous ces nouveaux bâtiments-là avec ce genre de normes-là, notre situation qui est gérable pour le moment va devenir ingérable. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important de s'attaquer à cette question. Ok, une question qui dit, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt favoriser de meilleures habitudes de consommation euh, liées donc à la pointe ou hors pointe là, pour les enjeux donc, qu'on a décrits? Ben, c'est-à-dire que dans tout groupe d'humains, enfin, oui et non. Le oui, c'est parce qu'il y a des fois où des choses assez mineures peuvent être changées pour améliorer les choses. Mais le non domine, selon moi, parce qu'il y a des choses qui sont simplement vitales. Le matin, notre système, notre société, où tout le monde, enfin, beaucoup de gens ont à peu près les mêmes horaires de travail, donc tout le monde va se lever en même temps, tout le monde aura besoin de manger en même temps, de se doucher en même temps. Donc, il y a une limite à ce qu'on peut changer comme habitude. Donc, il y a quelques petits efforts, comme le fameux exemple prendre une douche un peu moins longue, comme ça, ben, on consomme moins d'eau chaude. Mais on ne peut pas ne pas prendre de douche du tout. Donc, il y a des améliorations marginales, mais le gros de cette demande, en vrai, notre société, la façon dont elle fonctionne avec les horaires, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de changements qu'on peut établir. Et sait-on comment le coût du stockage centralisé se compare aux solutions distribuées? Présentement, le coût de stockage centralisé je ne peux pas donner les valeurs exactes, mais je peux donner la différence d'évolution. Donc, le coût du chauffage centralisé tend à baisser beaucoup plus agressivement que le chauffage Le stockage, on distribué. parle du stockage. Oui, pas chauffage, stockage. Que le stockage distribué
Tout simplement parce qu'on a des gros joueurs comme la Chine, par exemple, qui est très, très agressive sur le développement de gros sites de stockage. Les États-Unis aussi ne sont pas en reste sur la question. Donc, c'est des coûts qu'on voit, et aussi par rapport à cause de l'échelle, qu'on voit diminuer vraiment drastiquement. Et aussi, encore, il y a des plus gros joueurs, donc l'impact est plus, se voit plus rapidement, le pack de réduction. Pour le stockage distribué, la diminution est un peu moins rapide, mais on a quand même, par exemple, l'influence des secteurs comme l'automobile, où il y a de plus en plus de voitures électriques, et donc ça influence aussi sur le coût de la technologie. Là où il y a c'est un peu plus nébuleux pour le stockage distribué, c'est les coûts d'installation. Ça peut être extrêmement variable d'une région à l'autre, et donc ça peut euh, rendre flou la réelle réduction de la technologie en tant que telle, au-delà des coûts d'installation. Je dirais l'analyse qui est faite ici est on utilise un bâtiment, mais en principe, il n'y a rien qui empêche de dire au niveau d'un quartier, on va mettre en place une solution de stockage centralisée qui permettrait d'être répartie là, au moment où la puissance dépasse une certaine limite. Donc, il n'y a pas de, il y a pas d'interdiction ou d'impossibilité avec la définition qui est donnée ici. Les perturbations climatiques font en sorte que les pannes vont être plus fréquentes. Est-ce qu'on ne devrait pas favoriser l'autoproduction dans ce contexte-là? Euh, oui et non. Parce que, premièrement, en tout cas, c'est quelque chose qui est très vrai au Québec, on a quand même un système qui est très robuste. Donc, même en cas de panne, la réactivité est assez rapide de la part du fournisseur. Cependant, oui, avec l'augmentation de la fréquence des phénomènes extrêmes et donc des pannes, on aurait à gagner d'avoir des solutions locales, donc à l'échelle d'un bâtiment ou d'une maison, pour être capable de répondre à nos besoins. Est-ce que ça passe par l'autoproduction? Probablement dans certaines régions, ça vaut le coup. Est-ce que simplement une petite batterie, je dis petite, une batterie d'une certaine taille pourrait suffire à couvrir les besoins essentiels le temps des durées approximatives des, des- de la remise en service, ça dépend. C'est quelque chose qu'il faut analyser. L'autoproduction, par exemple, si on parle de panneaux solaires, c'est assez limité dans certaines régions du Québec, donc ce n'est pas nécessairement une avenue prometteuse pour le Québec, mais il y a d'autres régions où ça peut devenir intéressant. Mais encore une fois, c'est là où on est, a un gros impact sur la réponse, si oui ou non, c'est quelque chose qui est utile. Un des enjeux de l'autoproduction aussi, c'est que si on parle de panneaux solaires, là, c'est à peu près l'autoproduction qu'on peut utiliser, euh, il y a plus de soleil l'été que l'hiver. Or, la demande est beaucoup plus grande l'hiver. C'est pour ça, par exemple, que nous, ce qu'on considère, c'est pas un stockage ou une capacité. On dit, on coupe la maison et elle doit complètement fournir son énergie durant les pointes. On parle ici d'un différentiel qui est relativement petit et ce qui fait en sorte que les coûts des infrastructures pour déplacer comme ça l'énergie sont beaucoup plus limitées. Si on parle de dire on va avoir l'équipement pour complètement chauffer une maison, par exemple, et tenir le coup durant une pointe, mais ça veut dire un équipement qui va être extrêmement large, extrêmement gros, qui va peu servir. Donc, au final, ça va être très coûteux. Donc, on essaie, nous, d'évaluer quelles sont les façons de minimiser les coûts système, les coûts totaux du système, tout en gérant la pointe. Et présentement, une autoproduction et permet pas là, de minimiser comme ça les coûts du système. Je vois qu'on arrive donc à 2 heures et je voulais pas. Il reste encore des questions. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'y répondre. N'hésitez pas à nous écrire. On sera heureux de vous suivre. N'hésitez pas non plus parce qu'il y a beaucoup euh, autour de la table, là, beaucoup de gens qui sont des experts dans le domaine. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir aussi vos commentaires. Donc, merci beaucoup, Héloïse, pour cette présentation. Euh, Merci à toutes celles et ceux qui ont participé au webinaire. La vidéo sera disponible très prochainement sur notre chaîne YouTube. De même, j'en ai parlé de vidéo du webinaire de la semaine dernière qui est déjà disponible. Donc, le rapport complet sera accessible dans les prochaines minutes sur notre site Internet. On va organiser après ça des rencontres. Alors, faites-nous signe s'il y a quoi que ce soit. Euh, je vous rappelle que
Avant de vous laisser, on va organiser un panel dans le cadre d'un symposium Trottier le 12 novembre prochain sur la transition énergétique, sur la façon d'y arriver avec Catherine Baudry, Annie Chaloux et Catherine Potvin. Alors, suivez-nous pour avoir toute l'information sur cette activité, toutes les autres. Merci encore et bonne journée. Merci.